bienvenue à nos premières portes ouvertes virtuelles ever. On est vraiment heureuse de faire ça. Puis en fait, là, l'idée est venue parce qu'on tu sais, on reçoit souvent des demandes de rencontres, puis des demandes de renseignements de part et d'autre. Puis on se disait que ce serait le fun là, de consolider tout ça. Puis c'est sûr que c'est intéressant aussi, là, tu sais, à la fin, il y aura une période de questions, puis d'avoir aussi les questions des autres personnes pour pouvoir les partager ensemble, puis partager nos réponses à tout le monde. Donc, c'est un peu l'idée. Puis on espère que ça va devenir peut-être là, une tradition annuelle. Là, on verra tout ça. Fait que dans le fond, c'est nous quatre qui allons présenter aujourd'hui. Puis nous quatre étant là, les quatre co-directrices du Carrefour alimentaire. Donc, moi, c'est Marie-Claude. Puis, je vais laisser mes collègues se présenter aussi. Je vais y aller vu que mon micro est ouvert. Donc, moi, c'est Sylvie. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Bonjour, moi c'est Vanessa, enchantée tout le monde. Et moi, c'est Becca. Enchantée. Donc, Marie, est-ce que tu veux que je partage mon écran? Ouais. Ouais. Ce sera pas long. Oui, on utilise Canva pour faire nos PowerPoints. C'est un outil fantastique que je vous conseille. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez? C'est bon? OK. Super. OK. Donc, ouais. En fait, comment la prochaine heure et demie là, va se dérouler, c'est qu'on va faire une présentation générale, tout le monde ensemble, environ une demi-heure. On va un peu voir c'est quoi la mission du Carrefour, notre historique, une vue d'ensemble de nos programmes de gouvernance. Puis ce qui s'en vient là, en termes là, de centre communautaire d'alimentation, puis le fait qu'on est une organisation pour la bonne bouffe, la bonne nourriture, puis notre vision d'évaluation. Parce que c'est vraiment un peu comme le noyau très central là, qu'on voulait partager avec tout le monde. Puis ensuite, vous pourrez choisir d'aller dans différents sous-groupes. Donc, il y a un sous-groupe où on va parler du financement. Puis Vanessa va vous présenter là, un mode de financement qu'on a testé l'année dernière qui était super intéressant aussi. Moi, je vais vous parler de l'accès, fait tous nos programmes d'accès avec ce qu'on a essayé là, au cours des années. Becca va vous parler de l'éducation, donc nos programmes d'éducation, autant en cuisine qu'au jardin. Puis Sylvie va vous parler de justice alimentaire, là, puis de l'advocacy qu'on a mis en place là, dans les dernières années, puis qui sont des programmes vraiment forts aussi là, du Carrefour. Puis après ça, on va revenir tout le monde ensemble pour avoir une discussion, pour que vous puissiez poser vos questions. Puis on va essayer de garder une trentaine de minutes là, pour faire ça. Donc, c'est moi qui a la belle tâche de vous présenter notre mission. Je me demande juste, je vais peut-être attendre une petite seconde là, parce qu'il y a des gens qui se connectent à nous, puis je veux, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais leur laisser le temps de se connecter. Donc, bon, c'est bon. Donc, c'est ça. Nous, au Carrefour, là, on a vraiment la mission d'améliorer l'accès à des aliments sains pour toutes et tous. Donc, on considère que tout le monde devrait avoir accès à l'alimentation, mais on accorde une importance particulière pour les personnes qui vivent en situation de précarité. Et nos efforts de mobilisation là, vont vraiment aller dans ce sens-là. On a également la mission d'améliorer le système alimentaire pour le rendre plus écologique, solidaire et durable. Et puis, cette mission-là là, va se retrouver dans chacun de nos programmes. Ça se découle, en fait, ça se décline en 3 gros volets qui est à la droite de mon écran. Donc, c'est nos mots-clés, c'est manger, s'impliquer et apprendre. Donc, comment ça se fait? Ça, c'est manger, on va retrouver là-dedans, là, c'est améliorer l'accès à des aliments frais, donc au travers de nos cuisines, de nos jardins et des marchés, incluant les marchés mobiles. S'impliquer,
Donc, on accorde une importance en fait, à tous les enjeux environnementaux, sociaux et alimentaires. Donc, on offre la possibilité à notre communauté de s'impliquer avec nous. Et apprendre, c'est vraiment le développement de compétences qui est là dans tous nos programmes. Là. C'est vraiment la base de nos programmes. Les valeurs, maintenant. Donc, si vous voyez, là, la dignité est en gros. Pourquoi elle est là? C'est parce qu'au Carrefour, on considère que la dignité humaine occupe une très grande place, puis devrait considérer une très grande place dans toutes les sphères de la société. Mais nous, en tout cas, au Carrefour, on la met en premier plan. Et vous avez aussi les quatre valeurs là, qui découlent. Donc, le pouvoir d'agir, l'éducation populaire, le mieux-être et l'inclusion. Puis, c'est beau d'avoir des valeurs dans la vie, c'est beau, tout le monde a des valeurs, mais on essaie, nous, de les appliquer puis de vraiment l'inclure dans nos façons de faire. Puis, j'ai juste indiqué là, quelques exemples comme ça qui démontrent un peu comment on les applique au quotidien. On ne demande jamais de preuve de revenus. C'est certain qu'il y a des bailleurs de fonds qui vont nous demander, par exemple, qui vont être restrictifs à la localisation, mais jamais on va refuser quelqu'un parce qu'il n'est pas sur notre territoire ou parce qu'il n'y a pas de revenus, qu'il n'y a pas de preuve de revenus, on ne le demande pas. Ensuite, on va toujours accueillir les personnes avec respect, sans égard au statut social, au sexe, à la religion, à la culture. Donc, vraiment, tout le monde est bienvenu au Carrefour. Et puis, on considère aussi que l'alimentation, c'est un moyen agréable, en fait, d'avoir une mixité sociale. Et c'est vraiment tout le monde est bienvenu au Carrefour. Et jamais on va refuser quelqu'un parce que, pour ces raisons-là. Puis, la dignité est privilégiée à la charité. Donc, nous, on considère que l'insécurité alimentaire, on reconnaît un problème systémique. Puis, on agit en ce sens-là, on donne des réponses en ce sens-là. Puis, on veut vraiment s'éloigner du modèle de la charité qui va donner un peu, on veut s'éloigner de l'adage né pour un petit pain ou ces réflexions-là. On veut vraiment redonner le pouvoir aux gens, puis agir sur le système, en fait, pour que les gens puissent avoir accès à une meilleure alimentation. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi reconnaître que l'alimentation, c'est un droit fondamental qui est fédéral. Et je vous laisse la belle définition si jamais vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas au fait avec qu'est-ce que le droit à l'alimentation, ça me fera plaisir de vous en parler plus largement en breakout room si ça vous intéresse. Oh yes. C'est à moi? Oui. Oui, je laisse Puis la parole. j'ajouterais juste aussi que dans toute cette réflexion-là sur la dignité, c'est aussi beaucoup dans la création des environnements. On essaie de créer des environnements qui sont beaux, qui sont accueillants. Puis la même chose aussi pour la présentation des aliments, autant au marché que dans les assiettes. Il y a toujours cet aspect-là pour que les gens se sentent bien, puis qu'ils ne soient pas juste nourris physiquement, mais qu'ils soient nourris aussi comme intérieurement quand ils passent par chez nous. Fait que, comment tout ça a commencé? En fait, ça a commencé en 88 avec un organisme qui s'appelait Rencontre Cuisine. Puis ça, on fait un petit retour parce que c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue un peu plus large puis historique sur tout ce qui s'est passé avant qu'on en soit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En 88, rencontre un groupe de femmes là, qui s'était organisé une cuisine collective dans le sous-sol de l'église qui a passé au feu puis qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était beaucoup relié, c'est ça, avec l'église, distribuer le feuillet paroissial. Mais c'était vraiment citoyen. C'est des femmes qui avaient parti ça pour cuisiner ensemble, sauver du temps, sauver de l'argent, puis bien nourrir leur famille. Puis parallèlement,
en 2007, ben, il y a un projet citoyen qui a aussi vu le jour là, dans le Carrefour, pas dans le Carrefour, dans le Centre-Sud, qui était le marché solidaire Frontenac. Donc, ça aussi, c'était vraiment là, partie d'un groupe de citoyens qui voulaient un peu là, trouver une solution au fait que le Centre-Sud était un désert alimentaire. Puis, ils se sont dit, bon, on va essayer d'organiser des marchés fermiers. Donc, ça a commencé comme ça. C'était un marché qui s'est tenu 4 jours dans la première année. Donc, c'était vraiment pas de très grande envergure, là. C'était une fois par mois. C'était dans un stationnement là, d'une usine de la GT. Mais c'est comme ça que tout a commencé. Puis, en 2011, le marché Frontenac s'est doté d'une structure permanente juste à la sortie du métro Frontenac. Donc, qui était aussi une stratégie là, pour être plus accessible, pour être un marché où les gens qui sont en transition puissent s'arrêter. Puis les deux organismes là, comme existaient parallèlement dans le quartier, donc le marché Frontenac, puis Rencontre Cuisine. Puis Rencontre Cuisine là, a rencontré des enjeux là, financiers et de gouvernance éventuellement. Autour de ces, comme 2012, 2013, il y a une table de quartier qui avait aussi participé là, au marché Frontenac. La table Cigale qui s'est dit, qui a proposé en fait là, au directeur du marché, qui était Jean-Philippe Bermette à l'époque, est-ce que ce ne serait pas intéressant, justement, de rallier un peu là, ces deux organismes-là qui offrent des services vraiment complémentaires. Puis c'est comme ça que le Carrefour alimentaire, en fait, a vu le jour. Donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment d'offrir un continuum de services. Donc, tu sais, d'offrir d'une part des ateliers, des lieux où on peut cuisiner ensemble, on peut comme apprendre, mais aussi se rencontrer, puis former des groupes, puis se partager les coûts. Puis d'une autre part, avoir un lieu où on peut venir faire des achats là, à prix solidaire. Donc, en 2013, le Carrefour a vu le jour. Puis, pour un peu là, s'inspirer, puis comme développer son modèle, ceux qui étaient là à l'époque sont allés visiter l'organisme de Stop, qui est un organisme à Toronto et qui est le premier des centres communautaires d'alimentation du Canada. Donc, c'est l'organisme mère là, des CFC, on va vous en reparler plus tard. Mais donc, c'était, je pense qu'il y avait déjà comme une idée de ce que voulait être le Carrefour, puis ça coïncidait vraiment bien aussi avec ce qui était le Stop, mais le Stop était déjà depuis plus longtemps, puis c'était super bien établi. Fait que d'aller s'inspirer comme ça, puis de voir un peu, là, c'était quoi les différents modèles, ça a vraiment été une partie assez importante. Puis ça a toujours été le cas, en fait, je pense, au Carrefour. On a toujours été très curieux de voir comme qu'est-ce qui se faisait ailleurs, c'était quoi les différents, les meilleures pratiques un peu pour amener ça, puis adapter ça aussi toujours à l'échelle du quartier, puis aux besoins là, du quartier. Puis, fait que l'année suivante, en 2014, en fait, on est devenu une organisation pour la bonne nourriture, dont je vais vous reparler aussi un peu plus tard. Puis, en fait, c'est qu'on a adopté, en plus de nos valeurs au Carrefour, on a adopté des principes, en fait, qui sont les principes là, des organisations pour la bonne nourriture. Puis, en même temps, là, on s'est mis à développer une programmation qui misait sur nos valeurs, qui étaient l'autonomie, le pouvoir d'agir, puis vraiment là, de constituer là, ce continuum-là de services qu'on avait en tête. Puis, à travers ça, en 2016, on a participé là, à la création du collectif Notre quartier nourricier, qui a permis, entre autres, là, au quartier de se doter d'une serre, qui est une serre collective qui est partagée là, entre différents organismes, puis de vraiment aussi se doter comme d'une vision commune dans le quartier pour faire de Centre-Sud, en fait, un quartier nourricier. Donc, ça a été aussi un moment assez charnière. Puis, à travers ça, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, on en est rendu en 2020 où, après le départ de Jean-Philippe, qui était le directeur du Carrefour, là, qui avait et qui a encore toujours 1 million de projets, puis il voulait se focusser sur d'autres projets. Donc là, nous, on a eu la
la réflexion de qu'est-ce qu'on voulait. Puis, on s'est dirigé vers une co-direction. Et on a aussi là, fait l'acquisition de l'ancien Touski, qui était un ancien restaurant, en fait, pour pouvoir bientôt ouvrir le premier centre communautaire d'alimentation entièrement francophone au Canada. Parce que toutes nos activités sont vraiment étendues partout dans le quartier. Tu sais, mais je vais vous en reparler après, là. Mais puis on avait ce besoin-là, bien qu'il y a plein d'avantages là, d'être comme vraiment étendu dans le quartier, mais de créer une identité puis un sentiment d'appartenance vraiment propre au Carrefour, puis de pouvoir mieux référencer aussi, puis plus facilement référencer les gens à travers nos programmes. Fait que là, entre 2014 puis 2020, il s'est passé plein d'affaires. On a mis en place vraiment beaucoup de programmes. Je pense que ça fait vraiment beaucoup partie là, de l'ADN du Carrefour de tester plein d'affaires puis de se lancer dans plein de choses. Fait qu'on a fait ça. On s'est posé aussi beaucoup de questions sur notre vision, puis sur comment appliquer cette vision-là, puis ces valeurs-là au quotidien, puis comment mieux les appliquer dans nos programmes, puis mieux répondre aux besoins. On a aussi développé plein de collaborations. Donc, c'est sûr que notre quartier nourricier fait partie de ces collaborations-là aussi. Mais on a aussi développé une collaboration avec Boîte à lunch du dépôt, dont Becca vous parlera, qui a donné fruit après ça, plein d'autres collaborations aussi. Puis, on a appris aussi à accorder beaucoup d'importance à l'évaluation, dont on va aussi vous reparler. Puis, je tenais, comme je trouvais ça important aussi là, de nommer un peu, parce que, tu sais, là, on vous parle, puis on va faire un portrait un peu de ce qui est en place aujourd'hui, puis de ce qui fonctionne bien aujourd'hui, mais ça n'a pas été, comme tout n'a pas été que succès et c'est ça, et succès instantané. Donc, il y a différents programmes qu'on a abandonnés au fil du temps, soit parce qu'on n'a pas réussi à trouver un financement qui permettait parce que ça ne remplissait pas vraiment les objectifs qu'on avait avec ces programmes-là. Puis parmi eux, il y a les marchés Fruxi Mobile, dont je vais vous reparler là, si vous participez au Breaking Room. En tout cas, à la petite salle accessibilité. Fait que les marchés Fruxi, c'est des marchés mobiles. C'est des vélos mobiles on a gagné un prix pour la conception de cette idée-là. Puis sur papier, c'était vraiment fantastique. Puis en pratique, c'était vraiment fantastique aussi. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de défis. Puis ça ne répondait peut-être pas nécessairement aux habitudes non plus là, en place à ce moment-là. Même chose aussi pour Fruxi Jeunesse, le programme Jeune Pousse aussi. Le programme Tous à table, c'est un programme qu'on a mis en place là, dans les dernières années suite à la proposition d'une stagiaire, en fait, mais ça a comme vraiment fait beaucoup de petits. Mais tu sais, ça, c'est un programme qui s'adresse aux nouveaux arrivants pour mettre en valeur, en fait, leur culture alimentaire, puis partager la culture alimentaire aussi locale, puis faire en sorte que les gens se croisent et se rencontrent. Mais ça, c'est un des programmes, par exemple, pour lequel on n'a pas réussi là, à attacher le financement pour assurer sa durabilité. On va y travailler encore. Dépanneur fraîcheur, qui est un autre super beau projet qu'on a porté. Là, c'est un projet régional. Donc, l'idée, c'était de revenir un peu au modèle magasin général, puis d'implanter ça dans les dépanneurs, puis de faire en sorte que les dépanneurs soient des endroits où tu peux passer, t'acheter les légumes qui te manquent pour faire ta sauce à spag. Mais finalement, pour différents enjeux logistiques aussi, on n'a pas continué ce projet-là. Puis, même chose pour le jardin végétalien. Donc, c'est juste pour vous dire que, tu sais, c'est ça, on va vous parler de ce qui est là aujourd'hui puis de ce qui fonctionne bien. Mais à travers ça, on a vécu aussi là, on a fait des essais, on a fait des erreurs, on a eu des succès puis on a eu des moins bons succès. Puis en fait, pour rebondir sur ce que Marie-Claude vient de vous dire, là, on avait envie de vous présenter un peu la programmation qui est en cours en ce moment. Évidemment, avec la COVID, il y a quelques projets qui sont encore sur pause, mais en théorie, là, en 2021, tout ça va repartir. Ça va être l'ensemble des programmes qui sont offerts
par le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Dans le fond, ça se décline en 4 grosses pointes de tarte ou de pizza, ça dépend ce qui vous tente ce midi. Mais on a, avec la mobilisation, on a le comité CARA, qui est un comité vraiment qui travaille en justice alimentaire, dont Sylvie va vous reparler si vous choisissez ce sujet-là. On a aussi un comité accès qui réfléchit à qu'est-ce qu'on met sur les tablettes du marché solidaire Frontenac, qu'est-ce qu'on mettra sur les tablettes de l'épicerie. Et on a tout un volet de pères aidants, en fait, qui sont des personnes salariées qui sont payées à raison de 3 heures par semaine pour faire du référencement et de l'accompagnement dans les organismes du quartier pour faire connaître les ressources, puis s'assurer que les personnes qui viennent d'arriver ou qui vivent de l'insécurité alimentaire savent vers quelles ressources se tourner pour aller compléter leur panier d'épicerie ou chercher de l'aide, du support, s'impliquer bénévolement, tout ça. Et dans la portion accès, là, qui est vraiment concentrant, on a bien sûr le marché solidaire Frontenac, qui est un projet d'économie sociale juste à côté, dans le fond, sur le même terrain que la station Frontenac. L'idée avec le projet de marché, c'est de soutenir les agriculteurs en circuit court, puis de rendre les aliments sains, frais, locaux, abordables à l'ensemble de la communauté. Fait qu'on a notamment un modèle participatif où les gens, en échange de 3 heures de bénévolat par mois, peuvent, par exemple, avoir un rabais de 20 sur leurs achats. C'est un projet qui existe, comme Marc-Claude le disait, depuis 2007, qui s'est consolidé au fil du temps et qui est vraiment bien ancré là, dans le Centre-Sud. On a aussi la carte proximité dont vous avez peut-être entendu parler. Là, c'est un projet régional de coupons alimentaires, en fait, qui vise à rendre encore plus accessible pour les personnes à faible revenu, en fait, les aliments non transformés en circuit court. Donc, l'idée, c'est que cet été, par exemple, ça sera 1000 foyers, familles, ménages là, qui seront rejoints avec la carte proximité, qui recevront une carte qui est vraiment un mode de paiement pour des marchés solidaires ou des petits marchés dans les quartiers. Donc, l'idée, c'est vraiment que la carte de débit soit remplacée par la carte proximité où on met un montant mensuel pour faire ses achats. De la carte proximité découle un projet en partenariat avec l'hôpital et des paniers proximité, dans le fond, qui cet hiver, c'était des paniers composés d'aliments locaux que les gens pouvaient venir récupérer, là, un peu à l'image des fermiers de famille, mais dans le fond, c'est le Carrefour qui faisait les paniers. Puis c'est la communauté qui venait les chercher, qui pouvait soit payer avec leur carte proximité ou payer en argent si la communauté voulait les acheter. On a aussi dans ce volet accès-là, une épicerie solidaire qui verra le jour dans le local qu'on a acquis en 2020. On espère que l'épicerie verra le jour à l'automne ou plus tard, mais c'est toujours à déterminer, question de travaux et de défis. Ensuite, on a une grande partie de ce qu'on fait qui est en été au jardin, l'idée de se mettre les mains dans la terre, d'apprendre, de faire pousser des légumes. Puis en temps de COVID, c'est des projets qui font encore plus de chance, qui nous permettent de sortir de la maison, de se rejoindre, de se voir physiquement pour vrai, pas derrière un écran. On a des jardins dans la cour d'école. On a, cet été, l'été passé, on a fait des jardins de champignons. On a fait un petit jardin de champignons au coin de la rue, juste à côté du Carrefour. Puis on a aussi fermé un tronçon de la rue du Frêne, dans le fond, qui est une rue à proximité du Carrefour, où on a mis des smart pots, là, des espèces de gros bacs. On en avait, si je ne me trompe pas, 120, où on a fait pousser différents légumes. Puis ce tronçon de rue-là a été nommé là, la rue comestique la plus grande au Canada. Fait que c'était vraiment un beau projet un peu expérimental, mais qui a super bien fonctionné. Et on espère qu'il sera reconduit. Après ça, il y a toute la question en cuisine, comment on se rejoint, comment on partage nos compétences, comment on développe nos nouvelles connaissances, comment on fait de la nourriture un peu un lieu de rencontre puis un lieu d'échange. Il y a différents ateliers, là, comme les ateliers boîte à lunch qui sont avec les enfants, les cuisines collectives, puis les ateliers cuisinaires qui sont avec les adultes. On a aussi le bar à salade qui est dans une école, en fait, où les légumes qui poussent dans la cour d'école sont en partie récoltés, puis on ajoute d'autres légumes, puis on fait des salades avec ça à l'école qui est juste en face du Carrefour. On a Tous à table qui, comme Marc-Claude le disait, l'idée, c'est vraiment de présenter les légumes du Québec, de faire en sorte que les personnes qui viennent d'arriver à Montréal puissent découvrir qu'est-ce qui pousse ici, puis voir comment ils peuvent changer des légumes qui sont habitués cuisinés par ce que nous, on a ici, puis faire vraiment des ponts là, entre les gens. Les bols du quartier, c'est un projet qui n'a pas eu lieu l'année passée, mais qu'on a vraiment hâte de retrouver, on l'espère, cet été. En fait, c'est des dîners communautaires qui ont lieu une fois par semaine au marché Frontenac, où les gens peuvent vraiment venir acheter un repas, échanger, discuter. Puis, dans notre nouveau centre communautaire d'alimentation, on aura aussi des dîners communautaires 2 fois par semaine.
Donc ça fait un peu le portrait de qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'ai parlé super vite. Je m'excuse, c'était le Saguenay-Lac-Saint-Jean en moi, mais dans les sous-groupes, vous aurez la chance là, d'en apprendre davantage si vous choisissez ces sujets-là. Et ben, rapidement, on voulait vous parler un peu de la co-direction. En fait, comme Marc-Claude le disait, là, on est passé d'une direction générale à une co-direction à 4 têtes, en fait, une espèce de petit monstre qu'on apprivoise tranquillement puis qu'on s'approprie. La co-direction, pour nous, c'est vraiment au cœur du carrefour en ce moment puis de notre vie. Là, ça prend beaucoup de place, il faut y donner beaucoup d'amour, mais essentiellement, ce que ça veut, c'est un peu aplanir la hiérarchie puis s'assurer que les décisions qui sont prises sont prises selon différents modes de prise de décision, en fait, que ce soit le consensus, la consultation. Des fois, c'est même la bonne vieille on prend une décision, moi je prends une décision pour un programme sans consulter mes co-directrices. Ça dépend vraiment en fait de qui ça implique, c'est quoi la décision, qui qu'on doit consulter, puis comment on a décidé en fait qu'on prenait la décision. C'est un travail qui est en cours en ce moment encore beaucoup. On est d'ailleurs accompagné par un organisme montréalais qui s'appelle le COCO, qui nous aide à défricher tout ça, puis en partenariat avec notre CA, de faire quelque chose dans lequel on est à l'aise, puis on est bien, mais pour nous, ça fait vraiment du sens de travailler comme ça en partenariat. Puis l'objectif, c'est vraiment de créer un milieu de travail qui est inclusif, où tout le monde peut s'épanouir à son plein potentiel, puis où en fait, on est bien. C'est vraiment un mode de gestion qui, à mon sens, est beaucoup plus sain, beaucoup plus participatif, puis qui nourrit vraiment beaucoup le travail qu'on fait en ce moment. Je n'avais pas que ça mon micro. Je vais juste essayer de faire ça rapidement, mais juste pour revenir un peu là, sur les principes des organisations pour la bonne bouffe. Comme chaque organisme peut devenir un Good Food Organization, une organisation pour la bonne nourriture. C'est comme un peu le petit bébé des CFC. Mais pour nous, c'est des principes qui résonnaient vraiment beaucoup avec notre vision puis nos valeurs. Donc, on s'est dit que ça nous renforcerait là, de faire partie de ce groupe d'organisation-là, en fait. Puis, j'ai fait une traduction libre de l'anglais, mais en gros, leurs principes, il y en a 5. Puis, c'est d'agir de l'échelle individuelle à l'échelle systémique. Fait que, oui, agir au niveau des personnes centre-sud, puis de donner un meilleur accès exactement à des aliments, mais aussi d'agir sur les enjeux, en fait, là, qui font qu'il y a de l'insécurité alimentaire, donc la pauvreté puis l'alimentation, de croire puis d'investir dans le pouvoir de la nourriture. Puis ça, c'est une partie vraiment intrinsèque de notre vision au Carrefour. Puis de justement, on dit développement de compétences, mais c'est beaucoup partage de compétences, puis c'est beaucoup l'empowerment aussi qui vient par le partage des compétences, puis de faire en sorte que les gens mangent ensemble, puis apprennent à se connaître, c'est sur des lieux de rencontres puis d'échanges. Créer un environnement de respect et de leadership dans la communauté. Donc, ça rejoint beaucoup là, toute la dignité dont on parlait tout à l'heure, de rejoindre les gens où ils en sont. Puis ça vient un peu, là, c'est comme derrière l'idée d'avoir du continuum de service, ben, c'est un peu ça, c'est pour qu'une personne puisse trouver ce dont elle a besoin au Carrefour, peu importe où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Tu sais, des fois, c'est pas possible pour quelqu'un de participer à des ateliers puis des cuisines collectives, mais avoir la carte proximité, ça va faire une grande différence. Donc, c'est vraiment comme avoir vraiment une gamme là, élargie pour pouvoir rejoindre les gens, peu importe où est-ce qu'ils en sont. Puis, viser haut pour nos organisations et notre communauté, mais c'est ça, c'est d'avoir une vision peut-être un peu idéale ou idéaliste, puis de faire en sorte qu'on essaie d'amener tous nos projets puis nos actions vers ça. Ça fait que c'est de se permettre de rêver un peu. Puis, des centres communautaires d'alimentation, c'est un modèle, là, c'est les CFC, en fait. Puis donc, nous, c'est un partenariat qu'on bâtit depuis vraiment longtemps avec eux, dont la première étape était justement de devenir un GFO. Puis ensuite, ça a été beaucoup là, d'échanges, de rencontres.
pour éventuellement devenir un CFC dans l'année qui vient. Puis, la volonté derrière ça, c'est que c'est un réseau d'organismes. En fait, là, on est rendu, on va être le 15e CFC au Canada. Puis, c'est vraiment pour améliorer la portée de nos actions, puis d'amplifier le message qu'on porte. Puis, c'est un grand réseau aussi où il y a beaucoup d'opportunités d'échange, de connaissances et d'apprentissage. Puis, qu'est-ce que c'est en fait un CFC, un centre communautaire d'alimentation? Bien, c'est une place où c'est un centre communautaire, mais au lieu d'être sportif, au lieu d'être culturel, ben, c'est alimentaire. Fait que c'est un centre où tout tourne autour de l'alimentation. Donc, on va offrir tous nos programmes, l'épicerie, les ateliers sous un même toit. C'est un milieu qui favorise l'engagement citoyen. C'est des programmes d'accueil où on met sur la dignité. Donc, nous, ça faisait tellement de sens de travailler pour se diriger vers là. Puis c'est vraiment là, c'est une étape assez grande, je pense. C'est ça, ça s'en vient. Puis c'est vraiment ce qui nous a aidés aussi là, dans la poursuite pour l'acquisition d'un local, puis qui était comme une pierre angulaire, en fait, là, pour tout ça. Puis, on va vous parler de la prochaine étape qui est l'évaluation avec Becca. Oui, donc je vais y aller rapidement parce que c'est quand même le temps de passer à nos sous-groupes. Donc, on voulait juste vous laisser un petit mot sur l'évaluation et mesurer l'impact de ces programmes parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour tout le monde, pour tous les organismes communautaires, bien sûr, mais au Carrefour, c'est quelque chose qui nous a permis d'évoluer à travers les dernières années. Puis, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec notre CA dans la planification stratégique à travers les dernières années. Donc, pour nous, l'évaluation, c'est pas juste c'est l'utilisation des outils, des petits outils d'évaluation, c'est bien sûr ça, mais c'est aussi plus largement de bâtir une culture de réflexion au sein de l'organisme. Donc, il y a comme 4 étapes ici ou 4 choses qui nous semblent importantes, notamment de se baser sur les valeurs de l'organisme pour créer ces objectifs d'évaluation. Donc, par exemple, on a beaucoup mentionné la dignité, ben, on va évaluer nos programmes selon leur capacité d'augmenter l'autonomie et la dignité des gens. Donc, ça informe les questions que tu vas poser, les critères que tu vas évaluer dans ton évaluation. Puis, c'est super aidant aussi, ça nous a été super aidant de faire des plans d'évaluation, donc de ne pas juste poser des questions pêle-mêle, mais de penser, OK, faire des modèles logiques, de penser, OK, c'est quoi le but de ce programme-là? C'est quoi les impacts qu'on veut avoir et comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Puis, d'intégrer vraiment la réflexion à tous les niveaux, donc écouter tous les voix, les participants, bien sûr, mais aussi les employés, les parents des enfants qui participent, mais ainsi que les enfants, puis d'intégrer toutes ces voix-là et d'assurer de donner l'espace à tout le monde de participer à la réflexion. Et bien sûr, de privilégier le développement collaboratif, ça rejoint notre désir de travailler en codirection et aussi d'intégrer les voix de tout le monde. C'est pas la personne en top de l'hiérarchie qui a les meilleures idées, c'est vraiment les meilleures idées. Tout le monde a des idées et on est plus fort quand on intègre les idées de tout le monde. Donc, c'est ça. Puis, bien sûr, on a un éventail d'outils d'évaluation pour mesurer, en fait, l'impact. Donc, que ça soit... Et puis, on a trouvé à travers le temps que ce n'est pas toujours le même outil qui est stratégique pour mesurer chaque programme. Avec les enfants, il faut que ça soit des activités interactives, il faut que ça soit fun, pour qu'ils veulent participer. Puis, parfois, c'est des trucs vraiment informels, des billets d'entrée, de sortie. On va quand même faire un sondage annuel à chaque année pour savoir vraiment l'impact de notre organisme plus largement, mais puis par programme, on va demander aux cours d'eau qui ont beaucoup d'autonomie chez nous de rédiger des bilans et de participer à des réunions de réflexion sur leur programme pour qu'on puisse améliorer d'année en année. Et puis, j'ai rajouté l'évaluation du personnel parce que, comme j'ai dit, pour nous, une culture de réflexion, ça débute en fait avec l'embauche et l'orientation des membres de l'équipe. Pour avoir une culture de réflexion, il faut avoir des employés qui veulent faire cette réflexion-là avec nous. Donc, c'est ça. C'est une de nos apprentissages. Puis, on a aussi appris que c'est bon de savoir qu'est-ce qui se calcule versus qu'est-ce qui se demande et on peut jaser de ça plus en sous-groupe si ça vous dit.
Et on a beaucoup, en ce moment, en particulier avec la carte proximité, on travaille avec des chercheurs universitaires et ces collaborations-là peuvent être vraiment riches pour aider à évaluer des programmes qui sont à plus grande échelle ou plus, où on veut des données plus probantes. Voilà. Fait qu'on va aller en sous-groupe. Je vais vous lancer sur ça et on espère que vous aurez... ouais, on a fait ça. Il y a 4 sous-groupes, ils sont nommés et vous devriez être capable de choisir votre groupe. Donc, si vous avez de la misère, juste me le dire et je peux vous, assigner, mais essayez. Je viens d'ouvrir les salles. Donc, si vous êtes capable de choisir une salle, allez-y. Donc là, on voulait vous inviter à juste poser vos questions. On n'avait pas de grandes attentes, mais on sait que tout le monde a toujours des questions. Donc, on voulait laisser une grande période de temps de questions. Donc, je vous invite à juste, vous pouvez juste vous démuter pour poser une question. Sinon, vous pouvez, est-ce que tout le monde sait comment lever la main dans les réactions? Oui, donc si vous levez la main, je vais m'assurer de vous donner la parole. Puis c'est moi je vais gérer un peu la parole. Donc, je vais juste me faire signe et je vais m'assurer de vous donner la parole. Ça vous dit? OK, on commence avec Chloé. Oui, merci. Ça a été un petit peu court, les salles, pour poser toutes les questions sur des thématiques. Mais merci beaucoup de nous donner cet espace. Moi, j'avais une question sur les marchés solidaires qui datent depuis un petit moment. Et permis, vous avez demandé comment vous avez fait le choix des produits à proposer, puis comment ça évolue le marché solidaire de Frontenac. Est-ce que vous avez une tarification solidaire? Quel lien avec les producteurs? Bref, assez général, mais toutes ces questions-là sont intéressantes. Merci. Veux-tu aller, Vanessa, ou... Ben, je peux prendre un petit bout, en fait. Puis Marc-Claude ou les autres, vous compléterez. Dans le fond, pour le marché, c'est une bonne question. En fait, c'est un peu complexe à cause de la serre. Notre quartier Nourricier, là, qui est une serre qui produit, fait qu'on a un permis de producteur à cause de la serre attachée au projet. Puis on a un permis de marchand aussi, fait qu'on a comme 2 permis. Pour tout ce qui est produit, il y a comme des lignes directrices qui guident qu'est-ce qu'on met sur les tablettes, là, notamment la question des circuits courts. Est-ce qu'on peut s'approvisionner en circuits courts? Est-ce que c'est local? Est-ce que ça s'inscrit dans l'agriculture qui est durable? Puis aussi, il y a un comité citoyen, en fait, Accès, qui est impliqué pour savoir qu'est-ce qu'eux répondent à ces besoins-là. Fait que c'est super important. D'ailleurs, on va refaire un travail de mob cette année pour essayer d'avoir des nouvelles personnes autour de la table puis de s'assurer que les gens ont l'espace pour choisir les produits. Puis pour ce qui est de la question du prix, en fait, on a un modèle où quand les gens s'impliquent bénévolement, ça leur donne un 20 sur leurs achats en ce moment. Et à l'achat d'une carte Amis du marché l'année passée, puis les années avant, les gens avaient un 10 automatique dès qu'ils devenaient Amis du marché. Mais ça, on s'est rendu compte que les gens, en donnant une contribution annuelle de 5 pensent qu'ils comme soutiennent le marché. Mais s'ils utilisent leur 10 à chaque fois qu'ils visitent le marché, ben, ils ne nous aident pas pendant là, en fait, quand tu fais les chiffres. Fait qu'on est en train de réfléchir à comment on peut améliorer ça puis avoir une formule qui est inclusive, mais qui fonctionne mieux. Fait que, ouais, je pense que j'ai répondu comme à tous les gros aspects. Le développement, là, en fait, c'est vraiment l'épicerie. Ça va passer par l'épicerie. On est rendu à un point où le marché va exister, il va être saisonnier, mais on sent le besoin d'avoir une structure qui est permanente, qui est ouverte à l'année, puis qui peut répondre aux besoins de la communauté parce que les gens mangent en hiver, là, vous le savez. Fait que, on était comme, c'est le fun, la proximité, puis les marchés saisonniers, mais on avait envie de se doter d'une structure annuelle. Fait qu'on va avoir les deux qui vont coexister en parallèle. Je ne sais pas si les filles, vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus. Non, ça fait le tour, mais je voudrais juste dire qu'on est en train de travailler aussi avec le comité d'action et de réflexion sur l'autonomie alimentaire là, sur comment on l'appelle, une politique d'approvisionnement ou une vision alimentaire aussi qui va tout le temps, comme qui va guider en fait là, notre façon de s'approvisionner dans tous nos programmes. Sophie?
m'excuse, je t'ai Oui. mutée. Désolée. OK, c'est bon. Oui, ma question, c'est est-ce que vous êtes un organisme affilié au réseau des banques alimentaires? Est-ce que vous recevez des dons? Puis, en fait, là où je pose la question, c'est que je trouve ça super intéressant, tout le volet autour de ne pas demander de preuve de revenus puis de rendre accessible à tous les services. Toutefois, dans différentes ententes qu'on a, c'est vraiment dédié là, pour les personnes en situation de précarité et on doit là, vérifier les preuves de revenus. Donc, j'essaie de voir ou de comprendre plus, de naviguer là-dedans là, pour pouvoir tout de même récupérer les denrées via les programmes nationaux tout en redonnant plus largement. Là, donc, voilà, là, il y a plusieurs questions là-dedans, là, mais je pense que vous allez être capable de répondre. Merci. Ben, je vais commencer la réponse, puis Vanessa, je te laisserai peut-être terminer avec ton expérience de banque alimentaire par la suite, là. Mais en fait, une des principales raisons qu'on ne demande pas de preuve de revenus, c'est qu'on considère que si des personnes viennent cogner à notre porte pour avoir accès à l'alimentation, ça nous suffit. C'est comme on considère que s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont besoin. Donc, on fait pas ça. Nous, on n'a pas de bailleur de fonds qui limite, là, si je peux dire, là, à qui on s'adresse. Toutefois, on reçoit pas, tu sais, présentement, là, on reçoit par une banque alimentaire, là, fait que c'est comme de manière interposée, là. C'est la Banque alimentaire du quartier qui nous approvisionne avec un programme qu'on a du quartier, un programme qui s'appelle Zéro gaspillage. Mais c'est ça, pour Vanessa, je laisserai peut-être répondre peut-être plus particulièrement. Si, Bien, plus particulièrement, c'est vraiment une bonne question, Sophie. C'est un immense problème, là. Moi, j'ai travaillé dans une autre banque alimentaire où j'étais illégale, là, entre guillemets, avec Moisson parce que on n'a jamais demandé de preuve de revenus, mais Moisson, en théorie, l'exigeait. C'est vraiment un gros problème. En fait, c'est une discussion à avoir, à mon sens, au sein des Moissons puis au sein des bailleurs de fonds de Moisson parce que c'est ultra problématique, ces exigences-là. Je sais d'expérience qu'il y a plusieurs banques alimentaires à Montréal qui ne demandent pas de preuve de revenus puis qui mentent à Moisson dans leur entente de service parce qu'on n'a pas d'autres options puis parce que en tout cas, Moisson Montréal n'est pas prêt à avoir cette conversation-là, mais à mon sens, c'est vraiment problématique. Puis, il faut qu'on adresse cette question-là en tant que société puis qu'on se pose ces questions-là. Puis ça passe par les plus grandes banques alimentaires du Québec, là, par les Moissons puis par vous. Là, on n'a comme pas le choix. Fait que nous, on a comme la chance de passer à côté parce que ce qu'on transforme, on le redonne, comme Sylvie disait, à la banque alimentaire, puis c'est elle qui comme gère cette partie-là, mais c'est une discussion qu'il faut avoir, puis qu'il faut, à mon sens, mettre sur la table, puis discuter avec les Moissons, si c'est clair. Là. Mais on n'a pas de solution, malheureusement. Ouais. J'ajouterais juste que dans le fond, parce qu'on vérifie aussi quand même qu'on s'adresse bien aux bonnes personnes, fait que ça va de deux façons. C'est beaucoup comment est-ce qu'on mobilise, comme on a beaucoup de partenariats avec des organismes qui travaillent avec des personnes, soit sans logement, soit. Fait que c'est vraiment comment aller rejoindre ces gens-là. Puis aussi, quand les gens deviennent membres du Carrefour, on leur demande c'est quoi leur situation. On a une question où est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir à couper dans la quantité ou la qualité des aliments. Fait que, on peut quand même savoir de façon générale si on s'adresse bel et bien là, à la population qu'on veut rejoindre le plus, là, mais on prend juste d'autres moyens que de demander froidement les revenus. Oui, je dirais aussi que dans mon expérience passée de banque alimentaire, une façon d'aller entre les deux, c'est d'avoir des entrevues de intake, donc c'est-à-dire d'essayer de bâtir la relation avant de demander quoi que ce soit en termes de preuves, donc de miser sur l'accueil, sur l'accompagnement des gens et de poser des questions délicates par la suite. Je trouve que c'est une manière d'augmenter la dignité si tu es vraiment obligé de demander des preuves. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier a levé la main. Ah oui. Oui, merci. J'aurais une question par rapport à deux projets, deux activités que vous avez sur la serre communautaire et les paniers solidaires.
Nous, à Cultivons Châteauguay, c'est deux choses qu'on envisage aussi de mettre en place. Puis, je suis curieux par rapport à ce que vous remarquez par rapport à ce projet-là, ce qui fonctionne bien, les défis, etc. Notamment dans la mise en place de... Oui. Ben, c'est en fait, je vais juste faire une mini introduction à notre implication avec la serre communautaire, là, de la serre collective. Donc, la serre appartient, nous, à l'arrondissement Ville-Marie. Donc, c'est eux qui sont les propriétaires de la serre. Et ensuite, c'est géré par un collectif d'organismes, par un comité pilotage. Et les partenaires autour de cette table-là ont différents mandats dans la serre. Nous, le Carrefour, on a le mandat de la distribution. Puis un petit peu d'animation aussi là, entourant l'agriculture urbaine. Donc, on a deux volets là, à la serre. On a le volet de rendre accessibles les plants, les semis à la population. Donc, on va produire près de 10 000 plantes par année, les semis, et on redistribue 10 de ces semis-là à la communauté gratuitement via les banques alimentaires ou les organismes communautaires. Puis, l'autre pourcentage, c'est pour la vente, puis c'est vraiment un moyen d'autofinancement pour tout ce qui est des intrants de la serre. Ça ne va pas payer les ressources humaines qui sont rattachées au fonctionnement de la serre, mais ça va payer ben, c'est ça, le matériel, la terre, les semis, les semences, etc. Là, c'est vraiment un moyen d'autofinancement. Après ça, comment on le met en place, etc., je pense qu'on pourrait faire une rencontre d'1 heure et demie là-dessus, mais il y a un webinaire qui a été fait qui est sur le site de 100 degrés. Je pourrais vous donner le lien. Puis sinon, Olivier, là, comme je disais, on s'est échangé des courriels. Là, je pourrais peut-être répondre un peu plus précisément à tes questions. Oui, c'est ça. L'autre, pour ta deuxième question, c'était par rapport au panier solidaire. Hein? Exact. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ben, sinon, on peut s'en reparler aussi après, mais c'était juste généralement là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous voyez comme point positif ou comme difficulté par rapport à l'implantation de ce projet-là? Est-ce qu'il y a aussi par rapport au financement, est-ce qu'il y a est-ce que ça participe à votre autofinancement, etc.? Oui, ben juste, c'est-tu les paniers proximité que tu parles? Oui, peut-être que je n'ai pas le bon nom, désolé. Dans la présentation, c'était... Oui, hein, OK. Non, c'est ça. Les paniers de proximité, c'est un nouveau programme qu'on a mis en 3 minutes et quart là, cette année. C'était vraiment dans le but de répondre à la COVID. Donc, tu sais, nous, comme vous avez pu le voir, là, on a un marché saisonnier. Donc, de mai à octobre, on opère un marché saisonnier. Puis, il y a une partie des légumes qui provient de la serre, mais la majorité provient de d'autres producteurs locaux. Puis, en raison de COVID, on trouvait que la coupure avec le marché puis la carte proximité était trop drastique, puis qu'il y avait encore beaucoup d'insécurité alimentaire et d'urgence là, dans le quartier. Donc, on a mis en place ce programme-là de panier proximité et on s'approvisionne également en produits locaux. Comment on a mis ça sur place? Donc, on a des gens qui achètent des paniers, là, il y a 2 formats. Donc, il y a des gens qui achètent, puis il y en a d'autres qui sont distribués gratuitement via la carte proximité. Vanessa, peut-être des Oui, ajouts? bien c'est ça, le financement vient surtout du programme de carte proximité, en fait, qui est le projet là, qu'on porte à l'échelle de l'île de Montréal, qui est pour tester le modèle des coupons alimentaires. Puis c'est avec de l'argent de la carte proximité que les personnes qui vivaient de l'insécurité alimentaire peuvent encore s'acheter ces paniers-là gratuitement, dans le fond. Puis les autres personnes qui sont juste contentes de pouvoir aller s'acheter un panier de légumes québécois parce que c'est près de chez eux, ben, ils payent le prix normal. Je vais juste ajouter qu'on a 2 prix là, en fait, à la communauté. Ouais. C'est quand tu achètes ton panier, tu peux payer soit le prix
le prix, ou tu peux payer un prix solidaire qui est comme un 5 de plus, qui est redistribué, en fait, qui nous permet, ça, des fois, de mettre un bonus dans le panier ou de comme couvrir une partie du salaire. Puis ça fonctionne vraiment bien. C'est donner l'option aux gens qui ont plus de moyens de comme contribuer davantage, là. C'est vraiment une formule. Pour vrai, c'est 85 je pense, là, les chiffres, si j'ai pas en tête, qui payent le 5 supplémentaire. Il n'y a pas de shame ou il n'y a pas. Il n'y a aucun problème à payer le prix de base, mais si tu peux, ça nous permet de le réinjecter. Puis ça, les gens aiment cette option-là vraiment beaucoup. Puis ça peut aider à donner un petit plus. Là, ça paraît quand même, quand tu vends sans panier, ça fait quand même 500$ de plus au final. Là. Fait que ça peut être une formule intéressante. Juste avant de prendre les autres questions, je vais juste faire une mini parenthèse. En fait, nous, au Carrefour, là, on s'est vraiment beaucoup inspiré de différents modèles, puis on est encore vraiment contente de pouvoir partager les modèles qu'on a mis en place, puis nos erreurs, nos apprentissages, etc. Mais juste à apporter une petite mini précision, si jamais vous avez à développer un programme qui est similaire au nôtre, ou juste accorder peut-être juste une petite importance à la propriété intellectuelle, puis de peut-être de nous demander l'autorisation d'utiliser tel matériel, etc., si jamais vous avez à le faire parce que parce que c'est important. Nous, on le fait pour nos partenaires, donc c'est important quand même de respecter ça. Puis, mais on est vraiment super heureuse de partager là, tout ce qu'on a avec vous. Maury, ça fait longtemps que tu attends. Oui. Vas-y. Pas de problème. En fait, c'est une question rapide. Je me demandais, au niveau de votre structure organisationnelle, de quelle façon fonctionner les ressources humaines? Vous avez combien d'employés qui travaillent directement pour le Carrefour? Puis quelles sont leurs tâches globales? Merci. C'est vraiment saisonnier beaucoup parce que, tu sais, à l'hiver, on est moins, à l'été, on est plus. Mais c'est ça, on est 4 co-directrices. Puis en ce moment, on travaille vraiment fort à avoir une cordeau par grande programmation. Donc, on regroupe, tu sais, c'est certain qu'on regroupe des programmes selon leur catégorie. Donc, on a tout ce qui est programme jeunesse. Donc, il y a une cordeau des programmes jeunesse qui inclut boîte à lunch et la barre à salade et les activités dans les camps de jour. Puis, on a une cordeau de tout ce qui est cuisine collective et communautaire. En fait, on va l'embaucher à l'automne, mais donc, tous les ateliers, dans le fond, que ce soit les cuisines collectives ou tous à table, ou toutes sortes de différents programmes là-dedans. Puis, bien sûr, pour tous ces programmes-là, il y a aussi des animateurs. Donc, pendant qu'il y a les ateliers, surtout pendant l'année scolaire, on a une équipe d'animateurs qui vont animer parfois différents programmes aussi, tu sais. Donc, peut-être qu'ils vont faire un peu de boîte à lunch avec un peu de cuisine collective, peut-être même dans les jardins. Puis, on a une cordeau d'agriculture urbaine qui, traditionnellement, était saisonnier, mais cette année, on va l'avoir sur l'année, ce qui est vraiment cool. En fait, ça va être des heures réduites pendant l'hiver, donc 35 heures par semaine pendant la grosse saison et 21 heures par semaine pendant l'hiver, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir plus de retention dans ce poste-là. On est vraiment heureuse de ça. Puis, il y a bien sûr un cordeau pour le marché solidaire Frontenac et cette année, ça va inclure l'épicerie aussi. Et il y a quelques postes de soutien là-dedans pour plus des commis au marché. Puis, c'est ça, on va aussi avoir cette année pour la première fois une cordeau qui va prendre la relève de Sylvie sur la mobilisation et l'implication des participants. On a vraiment hâte pour ça. Et on a une cordeau de la carte proximité, donc qui fait le programme régional de carte proximité. Donc, tu sais, c'est difficile de chiffrer parce que ça bouge beaucoup à travers l'année, mais c'est à peu près ça. On est quand même une bonne petite équipe. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Puis, on travaille beaucoup en ce moment, tout ce qui est RH, les protocoles d'embauche et essayer d'avoir une bonne retention dans l'équipe, de miser sur la formation et de vraiment avoir un éventail d'outils qui nous soutiennent à encadrer cette belle équipe-là. Merci beaucoup. Il y avait Marie-Pierre qui avait la main levée, puis ça fait tellement longtemps que la main a disparu. On va prendre cette dernière question-là pour conclure. Ben, c'est ça, je n'osais pas, là, on se rapproche de la fin. C'est une question que j'étais dans l'atelier accessibilité, puis quand on entendait parler de carte de proximité, l'accès au marché, redonné par temps bénévole, l'implication bénévole,
ben, j'essaie de mettre ça dans un contexte que nous autres, on est au Bas-Saint-Laurent, le territoire est grand, même une échelle un projet à l'échelle locale sur un territoire donné, dans une MRC, ben, il y a des distances. On a toujours l'enjeu des distances. Donc, les gens, ils n'ont pas accès souvent le moyen de transport. Je me demandais, au niveau de l'accès physique, est-ce que vous aviez des recommandations, des idées? Oui, ben moi, j'ai comme un rêve, là. En fait, de voir renaître, si on veut, le projet dépanneur fraîcheur, où l'idée, c'était vraiment là, que les dépanneurs offrent une gamme de fruits et légumes, en fait, là. Mais que ça se soit couplé avec la carte proximité en région. Parce que, tu sais, je pense que les dépanneurs sont peut-être plus, tu sais, les gens vont se déplacer plus en voiture, en région aussi. Puis vous connaissez sûrement mieux vos environnements que moi, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce projet-là tu sais, que nous, on n'a pas poursuivi à Montréal, là, mais parce que si les tenants de dépanneurs ont des ventes assurées grâce à la carte proximité, ben, tu sais, de un, c'est un incitatif de leur côté. Puis de deux, ben, ça permet de rapprocher, là, parce que les dépanneurs, comme plus que d'épicerie, là, fait que ça permet de rapprocher les ménages de ces points de service-là. Fait que c'est une solution que, mais sinon, je sais qu'il y a des endroits aussi où ils organisent des transports. Il y a comme un autobus qui est relié au marché, en fait, fait que, qui fait la navette pour amener les gens de leur résidence vers le marché. Fait que c'est de trouver une façon de rapprocher les uns les autres. OK, je pense que ça fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je pense qu'on va laisser ça là pour l'instant. Je vous invite, j'ai mis dans le chat notre adresse courriel direction à commercial@carrefouralimentaire.org. Ça rejoint les 4 codirectrices en même temps. Fait que c'est vraiment une bonne façon de communiquer avec nous et on va s'assurer que la bonne personne répond à vos questions. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère que ça a été à la hauteur de votre attente pour tout le monde.